Bonsoir, vous regardez le 20h30 de la télévision nationale, les titres. Le confort revient dans la circulation à Conakry, la voirie urbaine est en réhabilitation, 600 km seront touchés, une initiative présidentielle qui concerne toutes les communes de la capitale. Incendie à Kindia, la résidence du préfet en flammes, un court-circuit serait à l'origine. Au même moment, une voiture explose à Matoto, pas de perte en vie humaine. Et puis nous irons à la rencontre de jeunes sages-femmes, un métier qui attire de plus en plus de dames entre passion et épreuve. L'exercice reste contraignant. Nous serons avec Adia Toubar. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais en titre, on est à 700 millions de dollars à ce jour au titre du financement du PNDES. L'annonce est faite par la ministre du Plan et du Développement économique. Elle était ce matin devant la presse, l'occasion de faire le bilan des actions du gouvernement dans son secteur. Mamadi Gassama. De 2011 à nos jours, de grandes réformes ont été menées dans le domaine du plan et du développement économique sous la Troisième République. Devant les journalistes, la ministre Mamakani Diallo a mis l'accent sur l'amélioration de la gouvernance, la production statistique, la mobilisation accrue des recettes et la rationalisation du système national de planification. La mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS a mis l'économie guinéenne sur la trajectoire de forte croissance économique. Selon les données de l'Institut national des statistiques, le PIB a progressé en termes réels de 10,8% en 2016 à 13,4% en 2017, bien au-delà des prévisions. Obtenu dans le contexte de maîtrise de l'inflation, autour de 8,5% contre 21,4% en 2011, et la consolidation des avoirs extérieurs nets au-delà de 2 mois d'importation, ces résultats traduisent également une stabilité du cadre macroéconomique. À cela, il faut ajouter des efforts d'investissement sans précédent sur la période 2016-2017. 36% du PIB, dont 29% d'investissement privé, sous-tendu par une conduite efficace des réformes structurelles dans les secteurs de forte croissance comme les mines, les BTP, les infrastructures routières et énergétiques. Le cadre macroéconomique est resté stable avec l'appui de la communauté internationale de 705 millions de dollars US obtenus lors de la crise liée à Ebola. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 226 micro-projets ont vu le jour, donnant de l'emploi à plus de 37 700 femmes et jeunes dans 21 préfectures du pays dans le cadre de l'exécution du PNDS. Ainsi, 5 milliards de francs guinéens ont été mis à la disposition de plus de 8000 chefs de ménage bénéficiaires. Il ne suffit pas d'avoir une croissance forte et soutenue. Il faut que cette richesse ainsi créée soit mieux distribuée pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des couches vulnérables. C'est en cela qu'avec l'appui de nos partenaires, un accent particulier a été mis sur le renforcement de la mise en œuvre du projet de filets sociaux productifs. Pour 2019, de grandes actions sont annoncées dans le secteur. Il s'agit notamment de l'accélération du rythme de mise en œuvre du PNDS, l'organisation de 2 séances de revue semestrielle pour permettre au gouvernement, partenaires, sociétés civiles et au secteur privé de procéder à la programmation des axes prioritaires pour 2020. À cela s'ajoute l'opérationnalisation de la plateforme informatisée de la gestion des investissements. Gros plan sur une initiative présidentielle, vous le constatez, le confort de conduite revient dans la circulation routière. Plusieurs routes principales et secondaires de la capitale sont réhabilitées. 600 km au total seront touchés et l'opération concerne les 5 communes de Conakry. Le point avec Boubacar Souma, Mandjou Sidibé, Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence de la République.
Après le lancement des travaux de quelques routes nationales et certaines voiries urbaines par le chef de l'État au mois de décembre dernier, la ville de Conakry, elle, connaît de grands travaux de bitumage, de fermeture de canaux d'évacuation et bien d'autres. Cette initiative présidentielle doit toucher toutes les transversales de la capitale, c'est-à-dire de la T1 à la T6. Ici comme ailleurs, et dans le cadre du respect de la lettre de mission du ministère des TP, les travaux sont exécutés 24 heures sur 24 et touchent toutes les communes de Conakry. Vous avez un premier lot qu'on appelle le lot 1 qui est géré par Enanchine. Et ce lot consiste à faire le resurfaçage sur les artères principales, également faire des balises au droit des carrefours. Et le second lot consiste à couvrir tous les caniveaux sur la voirie de Conakry, mais deuxièmement également à ériger ce qu'on appelle des murets de protection au droit des marchés pour éviter que, comme on appelle, la population riveraine n'envahisse nos routes. Plus de 600 km sont concernés par cette initiative présidentielle afin de rendre la circulation plus fluide à Conakry. Vous avez l'autoroute Fidel Castro, c'est-à-dire du pont 8 novembre jusqu'au kilomètre 36 à 101. Deuxièmement, vous avez la route Amdalaï-Symphonia. Vous avez également la route Amdalaï-Symphonia en passant par la Corniche Nord. Vous avez toutes les transversales. Dans cette dynamique, plusieurs entreprises de droit guinéen évoluent sur le terrain comme Gicopress et Béjec sur l'axe Métal Guinée, Kakimbo, Konteya Koza avec des travaux de qualité. C'est un défi de taille pour les autorités publiques, la gestion des déchets. Les politiques se succèdent, mais sans grand succès pour l'heure. Et à Conakry, des professionnels de l'environnement débattent du sujet. Au menu des échanges, la conception des zones de transit et de tri des déchets publics. Les explications avec Valérie Talimané. La Guinée multiplie ses efforts pour un toilettage complet de sa capitale, considérée autrefois comme la perle de l'Afrique. Des techniques améliorées de gestion des déchets sont en phase d'être mises en place. Pour cela, experts, acteurs techniques et PME se concertent sur la question de l'implantation des points de regroupement, de transit et de tri de déchets. Ces points sont l'interface entre le travail des PME qui vont amener ces déchets dans des points de regroupement et ensuite ces déchets sont regroupés pour être amenés, triés puis amenés vers la décharge finale dans des camions plus conséquents par un opérateur de transfert qui est en cours de recrutement par les autorités. Entre 40 et 80 points de regroupement préidentifiés seront aménagés dans la capitale. La proposition de la typologie sera établie suivant la disponibilité du foncier dans les communes avec la collaboration des autorités communales. Un prototype est annoncé à Kakimbo dans la commune de Ratoma. Ce sont des projets qui sont vraiment salutaires et qui vont venir pallier le problème qui est vraiment épineux en ce qui concerne les dépotoirs sauvages qui existent dans la ville de Conakry. Je pense qu'avec la construction de ces dépotoirs-là, ça va permettre vraiment de réduire considérablement les dépotoirs qui existent au niveau de la ville. Nous avons été agréablement surpris que le gouvernement est à l'œuvre à travers l'ANSP qui a fait des propositions et qui a eu à avoir un peu de fonds et qui a mis à la tâche des experts. Ce sont ces experts qui sont venus décliner les résultats de leurs propositions et je crois que ça va tenir la route et que ça, sous peu, ça pourra marcher. Dans les mois à venir, un modèle pilote sera développé à Conakry par Enabel, Sanita Ville Propre et l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Une fois construites, ces infrastructures devraient aider les PME à améliorer la gestion des déchets. Comment limiter, voire éradiquer l'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale de l'or, une pratique courante dans les mines? Cela inquiète des acteurs de la société civile. Une organisation locale expérimente une approche basée sur l'information des acteurs de terrain. Un groupe de leaders suit une formation pour comprendre les risques auxquels ils sont exposés. Des messages assez interpellants sont transmis. Sont-ils bien reçus? Voyons tout cela avec notre reporter Mamadou Alpha Baldé.
Dans l'exploitation artisanale de l'or, l'utilisation du mercure constitue un thème de sécurité sanitaire et environnementale. Aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent pour lutter contre le mercure dans les mines aurifères. Dans cette salle démarre une formation des formateurs chargés de mener une vaste campagne de sensibilisation des mineurs en Haute-Guinée. Le mercure d'abord, en tant que tel, il est toxique pour le cerveau et les reins, vous comprenez. Donc c'est un produit chimique qui évolue progressivement dans l'organisme de l'homme en le tuant à petit feu sans que la personne se rende compte. La formation est pilotée par l'Organisation pour l'éducation environnementale en milieu scolaire et communautaire. L'opération est soutenue par le ministère de l'Environnement qui œuvre pour l'éradication de certaines substances chimiques nuisibles à l'homme et à son entourage. La vie humaine n'a pas de prix. Si l'utilisation du mercure dans l'exploitation de l'or est arrêtée, freinée ou supprimée, ça concourt à donner une meilleure santé, une meilleure vie à la population. Au niveau des cours d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les poissons avalent le mercure et que la consommation humaine, le poisson n'en meurt pas, c'est un réservoir. Mais quand le poisson est préparé sur votre table et vous y mangez, ça crée des problèmes très graves de santé. Dans les prochaines semaines, des équipes de sensibilisation se rendront sur le terrain pour tenter d'éliminer le mercure dans les pratiques d'extraction de l'or dans tout le Bouré. Au même moment, l'ONG compte restaurer 2 hectares autour des têtes de source dans la commune rurale de Doko. Au ministère de l'Industrie, l'heure est à la mise à niveau des entreprises. On veut réguler le secteur pour des prestations de qualité selon les normes internationales en la matière. Une journée d'information est organisée et mobilise plusieurs chefs d'entreprise du pays. Abdelkarim Kamara. En Guinée, dans de nombreuses entreprises, l'offre d'un service de qualité laisse encore à désirer. Animé de ce souci, le ministère de l'Industrie est à l'œuvre afin de pallier cette insuffisance. L'expertise d'un cabinet spécialisé en la matière est sollicitée. Entre la qualité et la certification, il n'y a pas de cloison étanche. La mise à niveau, c'est vérifier que son entreprise fonctionne bien. La formation, c'est pour améliorer les différents échelons. Et la certification, c'est la récompense de cette bonne organisation. Dans la certification ISO, on a ce qu'on appelle la revue de direction où chaque 2-3 fois par an, on doit se réunir pour voir comment on peut améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc quand on est vigilant, on peut maintenir la qualité. Le constat révèle que plusieurs entreprises de l'informel ignorent encore le bien fondé de la mise à niveau et de la certification. Conséquence, elles ont du mal à tenir la compétitivité sur le marché national, sous-régional et international. Il faut reconnaître que les PME ne connaissent pas l'importance, l'existence de l'Institut de normalisation et en même temps son importance. Parce qu'il faudrait que, si nous voulons être à l'international, il faut que nous respectons les normes et qualités. Nous avons au niveau du ministère de l'Industrie un catalogue de normes que nous avons envoyé au niveau des entreprises. Aujourd'hui, nous souhaitons que ces entreprises qui ont acheté ces catalogues de normes viennent comprendre ce que c'est que l'obligation d'avoir la norme au niveau de la production des biens et services. Et c'est cet échantillon qui va nous permettre de dispenser maintenant des formations plus étendues, notamment au niveau des petites et moyennes entreprises. Avec les différentes normes en vigueur, les entreprises sont dans l'obligation d'être certifiées ISO 9001, 14001, 22000 et 45001. Cette session d'information pour le secteur privé n'est qu'une phase test. Le département de l'industrie entend l'élargir sur l'ensemble de ses services techniques. Et puis ce message du chef de l'État au Premier ministre éthiopien. Monsieur le Premier ministre, chers frères, c'est avec une immense tristesse que j'ai appris le crash de l'appareil de la compagnie Ethiopian Airlines reliant Addis Abeba à Nairobi, faisant 157 victimes. En cette douloureuse épreuve, je voudrais adresser au nom du peuple du gouvernement guinéen et à mon nom personnel nos condoléances les plus attristées
aux familles éplorées ainsi qu'au peuple et au gouvernement éthiopien. Je voudrais également vous exprimer toute notre solidarité face à cette tragédie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, cher frère, l'assurance de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Et puis à Kindia, le bâtiment principal de la résidence du préfet et son contenu sont complètement calcinés. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Mohamed Lamine Kamara. C'est elle qui a constaté la première, l'incendie dans la maison. Papa était encore au salon et tous les petits étaient déjà au lit. Le feu va se révéler ravageur en consommant tout dans la résidence officielle du préfet de Kindia. En montant à l'étage, j'ai dépassé mon papa qui était assis au salon, qui regardait le journal. Moi, je me suis dirigée vers le couloir de notre chambre. Là-bas, une fois là-bas, j'ai vu la fumée, mais je ne savais pas où ça provenait. Je me suis dirigée vers la chambre des enfants pour voir ce qui se passait là-bas. Après, une fois devant la chambre des enfants, j'ai aperçu l'homonyme de mon papa qui était couché sur le lit. J'ai vu la fumée, j'ai crié, papa, viens, il y a la fumée dans la chambre des enfants. Le préfet a réussi à tirer dans la fumée les enfants qui étaient dans les bras de Morphée. L'entreprise était risquée, mais c'était une question de vie. Il s'en est sorti avec des brûlures de premier degré. C'est moi seul qui était, comment on appelle ça, blessé. Même les petits-enfants, nos petits-fils, mes fils, filles, ma femme, tout le monde, personne. Donc là encore, on remercie Dieu. On remercie Dieu. Et si les matériels sont perdus, les matériels sont perdus. Et nous ne sommes pas venus avec, c'est Dieu qui nous les a donnés. Face au sinistre, la solidarité nationale se manifeste autour du préfet et de sa famille. En plus des populations locales, une mission gouvernementale est sur les lieux aux premières heures de la matinée. Les dégâts enregistrés sont importants. Nous venons de constater les dégâts. Ils sont immenses. Je crois qu'il faut absolument les voir pour savoir combien de fois cet incendie fut d'une réelle gravité. À la population de Kindia tout entière, Monsieur le chef de l'État nous a chargé de transmettre sa compassion. Le préfet de Kindia est un cadre qui se bat de toutes ses forces, de toute sa compétence, pour faire valoir le combat du président de la République sur le terrain. Le gouvernement, à travers le ministre de tutelle, apporte la première assistance financière. Le geste est suivi par les sous-préfets et les maires de Kindia. Le ministre a rassuré les autorités locales et la famille de la volonté du gouvernement à prendre des dispositions pour réparer les dégâts dans les jours à venir. Un incendie s'est produit ce matin dans la cour de la mairie de Matoto. Il s'agit de l'explosion d'une voiture dans laquelle se trouvaient 2 bidons d'essence et quelques objets explosifs. Alpha Isiagaba. Le fait est qualifié d'inquiétant par les services de sécurité. Une voiture immatriculée RC4240K a pris feu ici dans la cour de la mairie de Matoto. Dans les ruines de la voiture, il y avait des bidons d'essence, une bonbonne de gaz et un carton de boîte de lait non concentré. Selon les témoins, le véhicule a été garé par 2 individus méconnus par les travailleurs de la mairie de Matoto. Ce matin, le véhicule est venu à 7h30 à garer. Entre-temps, ils ont fermé. Ceux qui ont garé, ils ont sorti. C'était au nombre de 2 personnes. À 5 minutes, à 8 heures juste, le véhicule a pris du feu. À l'intérieur, on a trouvé 2 bidons de 20 litres à essence, 16 boîtes de lait de Goloria avec une bouteille de gaz. Pas de perte en vie humaine, encore moins de dégâts, sinon que la voiture qui a explosé avec son contenu réduit en cendres. Les sapeurs-pompiers étaient intervenus pour éteindre le feu. On nous a alerté comme une voiture a pris feu dans la commune, dans la cour de la commune. Immédiatement,
On a dépêché une équipe d'intervention sur le terrain et moi-même, je les ai suivis. Je suis venu, ils ont procédé à l'extinction. Et Dieu merci, l'équipe a maîtrisé le feu. Bon, c'est ça, des années passées, on a demandé, on ne voit pas, quand même, on peut dire un feu criminel, techniquement. Parce qu'on a vu le feu, personne n'a vu qui a mis le feu, qu'est-ce qui a provoqué le feu. Depuis que l'incident s'est produit, les agents de la direction centrale de la police judiciaire sont sur le lieu pour constater les faits. Une enquête est déjà ouverte pour identifier les propriétaires de la voiture. Actualité nationale, Jacques 518 organise sa deuxième assemblée générale annuelle, l'occasion de faire le bilan des activités de la structure, mais aussi d'annoncer d'autres chantiers pour les années à venir. Tabansila Bambankabara. Ils sont 518 jeunes diplômés guinéens de toutes les régions. Ils ont changé de statut et figurent aujourd'hui parmi les exemples qui entretiennent l'espoir d'une jeunesse et d'un pays. Ces jeunes acteurs pour le changement réunis en assemblée générale annuelle égrènent les acquis et les perspectives d'avenir. Nous allons continuer à s'organiser, mais aussi se battre pour que les uns et les autres aient une bonne position administrative, aussi la formation. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner le président, d'être près de lui, à côté de lui et derrière le président de la République. Pour ces jeunes acteurs du changement, 2018 a été marqué par la nomination parmi eux d'un DAF au ministère des hydrocarbures, de 11 chefs comptables dans les départements ministériels, de 22 agents comptables dans les différents EPA. Ces jeunes, pour l'essentiel, sont des DAF, des chefs comptables, des comptables matières au niveau du département du budget. Leur recrutement traduit la volonté affirmée du président Alpha Condé de dédier, comme il a dit lui-même, son mandat aux jeunes et aux femmes. Rajeunir et féminiser l'administration, telles sont les ambitions que le président de la République s'est toujours fixées depuis son avènement à la magistrature suprême. La création de cette structure jeune acteur du changement, Jacques 518, est une illustration parfaite de cet engagement. Aujourd'hui, nous remercions le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a eu l'initiative de rajeunir l'administration financière de notre pays. Il a pris l'engagement devant le peuple de Guinée qu'il va désigner des jeunes qui vont faire leur premier pas dans l'administration guinéenne. Et aujourd'hui, je pense que toute l'administration reconnaît ce bienfait du président parce que ces jeunes sont en train de faire leur fierté. Les jeunes acteurs pour le changement, Jacques 518, au-delà des missions et des acquis déjà obtenus, entendent rester auprès du gouvernement dans le cadre notamment de la lutte contre la corruption pour un développement socio-économique de la Guinée. La vente illicite de médicaments au marché parallèle reste une préoccupation pour les professionnels du médicament. Ils se sont retrouvés à Conakry pour échanger sur la question. C'était lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire de l'organisation. Le point avec Aboubakar Djabi. La vente illicite de médicaments sur les marchés guinéens continue. Une nouvelle fois, les pharmaciens professionnels expriment leur inquiétude. Déterminés à relancer la lutte, ils se restructurent en criminalisant la vente illicite de médicaments. Le secteur est aujourd'hui exposé à un marché parallèle, un marché illicite hors de proportion. En matière de services de sécurité, gouverneurs de région, les administrateurs de tous les marchés, alors puissent en faire une préoccupation afin que, franchement, la Guinée arrête ce système qui ne lui convient pas. La disparition récente d'un camion arraisonné avec des médicaments à bord est largement commentée par les professionnels du médicament. Combattre les fraudeurs pour soigner l'image de la pharmacie et préserver la santé de la population est un triple défi. Compte tenu des difficultés que nous connaissons dans notre secteur, compte tenu de l'ampleur prise par la vente illicite du médicament, donc il est temps maintenant de tirer sur la sonnette d'alarme et nous avons demandé aux pharmaciens de nous faire des propositions pour qu'on puisse de façon maintenant sage et intelligente trouver des solutions au secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique est le premier secteur privé en Guinée selon ses acteurs.
Plus de 300 sociétés grossistes couvrent le pays, un record dans la sous-région. Avec ce nombre pléthorique, un assainissement s'impose. Mais par où commencer la mise à l'ordre? C'est la grosse inconnue encore. Et puis ce communiqué du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, relatif à l'enquête autour du camion contenant des produits pharmaceutiques. Dans le cadre de la lutte contre le trafic des produits médicaux illicites, la brigade Medicrime, sur la base des informations, a intercepté le jeudi 27 décembre 2018 aux environs de 18h30 un camion remorque de marque Renault Magnum, immatriculé RC 7543J et son tracteur RC 5706H contenant des produits pharmaceutiques au carrefour Constantin, commune de Matam. Déposé à l'unité pour des fins d'enquête, il ressort que ce camion a été chargé au marché Madina et mis à la disposition du chauffeur Bangali Traoré, titulaire du permis numéro 10-32-05 à destination de Cinco, Beila, via Cancan. Après avoir vérifié les documents à bord, aussitôt le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko a été informé et un compte rendu a été adressé au ministère de la Santé pour avis technique. À l'issue des investigations, un procès verbal a été dressé à l'encontre de M. Bangali Traoré, chauffeur du dit camion, pour détention et transport illégal de médicaments. Le camion et son contenu ont été mis sous scellé, ouvert à l'attention de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko. En attendant la conclusion des enquêtes, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a pris des mesures disciplinaires à l'encontre du lieutenant Mamadouba Fougué Kamara, commandant de la brigade Medicrime et 3 de ses agents. Conakry le 11 mars 2019, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Je vous le disais en titre, l'attrait au métier de sage-femme s'intensifie dans le pays. Chaque année, des centaines de jeunes filles s'inscrivent dans des écoles de santé, pendant que d'autres en sortent diplômées pour exercer dans les centres hospitaliers. Elles sont nombreuses à vivre leur passion, mais comment certains observateurs perçoivent cette profession, ou encore quel est le vécu de ces jeunes sages-femmes? Élément de réponse dans ce reportage grand format de la télévision nationale signé Adia Toubari. Spécialiste en médecine physique, sa passion pour le port de la blouse rose lui fait changer de profession. Pour ce choix, Alimatouba a cravaché dur. À l'Institut de perfectionnement de la santé de Donka, elle fait 3 ans de formation pour obtenir le diplôme de sage-femme. La raison est simple, aider les femmes enceintes à traverser une période difficile de leur vie. Depuis l'école primaire, j'ai aimé ce métier. Surtout être sage-femme, être avec une sage, une femme enceinte, pouvoir l'aider. Parce que quand je me mets à ma place, quand je suis enceinte, le problème que j'ai dans ma tête. Donc vraiment, c'est ce qui surtout m'a poussé à être sage-femme. On m'accueille très bien, on donne les médicaments, on fait la consultation, tout va bien quand même. Tout se passe bien. Conseillère, aide-soignante et même clinicienne quelquefois, Alimatou a passé toutes les étapes de la pratique de sage-femme dans ce centre médical communal de Ratouma. Son expérience et ses qualités lui valent un poste, celui de sage-femme maîtresse. Un domaine d'intervention plus large et plus complexe. Diriger des accouchements sans risque au quotidien reste le principal objectif pour son équipe et elle. La qualité d'une sage-femme compétente, ce n'est pas dans le cas de l'accouchement normal. C'est quand l'accouchement se complique, c'est là où on peut voir la compétence de la sage-femme. Parce que c'est en ce moment qu'elle va utiliser ses compétences. Il y a des manières, comment il faut aider la femme pour ne pas qu'il y ait problème. Au centre médical communal de Ratouma, elles sont 16 sages-femmes affectées. En janvier dernier, 300 bébés ont vu jour dans leurs mains. Aucun d'eux n'a enregistré une complication due à l'accouchement. Mais dans certaines structures sanitaires du pays, le travail des sages-femmes laisse à désirer.
L'incompétence de certaines d'entre elles au moment de l'extraction du bébé entraîne chez le nouveau-né la paralysie obstétricale. L'affluence des mères en détresse au service de kinésithérapie de l'INSEE en fait foi. La paralysie obstétricale du plexus brachial ne se guérit pas à 100%. Vous pouvez avoir, dans le cas des paralysies obstétricales, vous pouvez avoir une atteinte partielle comme vous pouvez avoir une atteinte totale. C'est-à-dire tout le membre supérieur du bébé peut être atteint. Donc en fonction de cette sévérité, nous avons des degrés, les enfants ne vont pas récupérer de la même manière, naturellement. Vous avez des enfants dont l'atteinte n'est pas sévère, qui peuvent récupérer jusqu'à 80%. C'est-à-dire visiblement, c'est un bébé que vous allez voir qui bouge, qui joue, qui attrape les objets qu'on lui donne. Mais pour les atteintes les plus sévères, ce sont des enfants qui peuvent rester handicapés à vie. La pratique du métier de sage-femme est noble. Cependant, une sage-femme incompétente peut être à l'origine de la paralysie obstétricale du nouveau-né, de la fistule obstétricale et même de la mortalité maternelle et néonatale. La problématique de leur qualification se pose donc avec acuité. Heureusement, pour y faire face, des politiques de remise à niveau de ce corps de métier sont en cours d'exécution à la Direction nationale de la santé familiale. Actuellement, on est en train d'aller vers une autre modalité de formation qui est le mentorat. C'est-à-dire que les sages-femmes qui ont les compétences avérées se déplacent vers des formations sanitaires où il y a un manque de personnel, de sages-femmes formées, qualifiées, qui vont transférer leurs compétences à ces sages-femmes-là dans ces formations sanitaires. La féminisation du poste pose problème. Parce que ici, chez moi, 80% des demandes que je reçois, c'est rapprochement conjugal. Et ils ont signé l'engagement qu'ils vont travailler là où l'État a besoin d'eux, pendant 3 ans. Après qu'ils sont mutés, ils commencent à faire les demandes de mutation pour entrer. Qui va s'occuper des populations à la base par rapport à ça? Maillon incontournable dans la chaîne de la santé reproductive, les sages-femmes sont indispensables pour l'amélioration des indicateurs de mortalité maternelle et néonatale. Très peu sous les projecteurs, leur responsabilité est immense dans la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence initiée par le chef de l'État. L'une des grandes préoccupations aujourd'hui est celle de leur répartition. Sur environ 1200 sages-femmes réparties entre les centres hospitaliers, plus de la moitié sont concentrées dans les centres-villes. Adia Toubari, merci pour ce reportage exclusif. La Fondation KPC pour l'humanitaire vient au secours de l'orphelinat Regina Maris de Kipé. Le centre a reçu un important don de denrées alimentaires pour la prise en charge des enfants orphelins. Mabintila Souma, Djena Yansani. La lutte pour la parité du genre mobilise les institutions et autres structures internationales. À Conakry, le groupe bancaire Ecobank s'associe au combat. Un moment pour la société de mettre en exergue le progrès réalisé en faveur de l'épanouissement des femmes. Au cours de cette cérémonie, plusieurs panels sont présentés. Des exposés qui portent notamment sur les violences basées sur le genre et le partage d'expériences dans les actions de promotion des femmes. Ecobank organise chaque année, par rapport aux festivités du 8 mars, des panels de discussion. Ce n'est pas la première fois. L'an passé, c'était sur comment motiver les jeunes filles pour s'engager dans l'informel avant d'aller vers le formel, pour ne pas rester à la maison. Donc chaque année, on a un thème qu'on arrive à discuter entre nous. Dans le même sillage, Bolloré Africa Logistique, à travers sa filiale Conakry Terminal, opte pour l'humanitaire pour marquer cet événement. Représentée par sa couche féminine, l'entreprise a fait don de plusieurs articles aux étudiantes de l'École nationale des arts et métiers, des casques de protection, des blouses et gants de travail. Ce geste est le début d'un projet d'appui que Conakry Terminal compte engager avec l'ENAM. Ce geste consiste en bourse d'excellence pour les étudiantes méritantes et en don d'équipements de protection individuelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 25% du personnel cadre de Bolloré dans le monde est composé de femmes. Nous faisons des métiers dits métiers d'hommes
mais nous sommes dans une politique de diversification. Accompagner l'ENAM aujourd'hui est une suite logique dans le cadre de notre politique de diversification. La Fondation KPC pour l'Humanitaire a quant à elle respecté la tradition. Les femmes de la Fondation ont offert des vivres aux couches vulnérables. Cette année, c'est l'orphelinat Regina Maris de Kipé qui bénéficie d'un important lot d'articles. Ces cadeaux viennent réconforter les enfants de ce refuge pour l'orphelin. Nous avons 55 enfants orphelins, donc nous sommes venus aujourd'hui avec des darés au nom du fondateur, M. Kerpala KPC. Aujourd'hui, je n'avais même pas un grain de riz. Donc j'ai eu des sacs de riz, du sucre, du lait, et des oignons, de l'huile. Vraiment, ça va me servir. Et les enfants seront, vous avez vu vous-même, tous les enfants sont contents et ils se régaleront. Que le Seigneur vous bénisse encore de plus belle. Toutes ces actions prouvent que le 8 mars reste une date solennelle pour ces femmes qui évoluent dans des entreprises. Pour elles, la Journée internationale de la femme est une occasion pour poser des actes humanitaires afin d'immortaliser cette journée. Et puis cet arrêté portant nomination des membres du Comité national d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2025, COCAN 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du comité de pilotage du Comité national d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2025, COCAN 2025. Ce sont Président, M. Sanoussi Bantamasso, ministre en charge des sports. Premier vice-président, M. Fadi Ouazni, SMB. Deuxième vice-président, M. Mamadou Antonio Soare, Fédération guinéenne de football. Conseiller spécial, M. Elhaj Aboubakar Titi Kamara. M. Chérif Aïdara, primature. M. Mohamed Kondé, primature. M. Aboubakar Molota Kamara, directeur des opérations. Membre, Dr Zalikatou Diallo. Ibrahima Blasco Bari, M. Amadou Diaby, Fédération guinéenne de football, M. Fodebouya Fofana, Mme Germaine Mangué, M. Lanciné Kabassan Keita, M. Mamadi Kourouma, M. Cheikh Dem, opérateur économique, Général Mathurin Bangoura, gouverneur de Conakry, Hadja Sissé Sarangbe Kamara, gouverneur de la région administrative de Kindia, Elhaj Madifindjane, gouverneur de la région administrative de Labé, M. Sadou Keita, gouverneur de la région administrative de Farana, Général Mohamed Garé, gouverneur de la région administrative de Kankan, M. Mohamed Ismaël Traoré, gouverneur de la région administrative de Zérékoré. Premier rapporteur, Cheikh Fantamadi Kondé. Deuxième rapporteur, Mme Fatoumata Conté. Article 2. Les dépenses de fonctionnement du COCAN 2025 sont imputables au budget national de développement BND. Article 3. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 11 mars 2019, Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre. Et puis à Mandiana, la préfecture se dote d'un centre d'accueil. C'est un don du chef de l'État pour un coût de plus de 9 milliards de francs guinéens. L'infrastructure a été inaugurée récemment en présence de certains membres du gouvernement, comme le montre ce compte rendu signé Lansé Koulibaly. C'est un bâtiment composé de 17 chambres climatisées, une salle de réception, une salle de conférence, 4 salons et une cuisine. Il fait partie des infrastructures réalisées à la faveur de la fête tournante dans la région administrative de Kankan. Sa réalisation a coûté plus de 9 milliards de francs guinéens, entièrement financé par le budget national de développement. L'inauguration de cet édifice a mobilisé membres du gouvernement et ressortissants de Mandiana. C'est une belle initiative qui a été prise par le président et cela a changé complètement la physionomie des préfectures qui ont déjà bien sûr reçu cette fête-là.
Ce centre d'accueil va sans doute combler le déficit de réceptifs d'accueil dans une préfecture jusque-là confrontée au problème d'hébergement des visiteurs. Aujourd'hui donc nous inaugurons ce centre d'accueil qui est flambant neuf, qui est un complexe hôtelier. Tout Mandiana se réjouit et comme vous l'avez remarqué aussi, la gestion a été confiée à la jeunesse parce que pour le professeur Alpha Condé, quand vous aidez les femmes, vous aidez la jeunesse, vous avez aidé toute la société. Donc nous n'avons pas de doute que ce centre-là sera bien géré puisque c'est confié à la jeunesse. C'est la meilleure façon pour nous, ressortissants de Mandiana, de récompenser les efforts du président en prenant soin de cet édifice flambant neuf. Pour donner un cachet particulier à l'événement, l'ambassadeur de l'UNICEF, Sekouba Bambino Diabaté, a animé un concert au cours duquel il a tenu le public en haleine. C'est tout à fait normal que Sekouba soit là. D'abord, je suis très content que je sois invité parmi les invités. Je remercie la population de Mandiana. C'est vrai que j'ai toujours souhaité d'être là, mais le jour n'était pas arrivé. Ce n'est qu'à cette occasion-là que j'ai eu la chance de venir faire la fête avec la population de Mandiana. Donc j'ai vu aussi que Mandiana est devenue une très belle ville, puisque j'ai quitté ici à 45 ans déjà. Donc j'étais tout petit quand j'ai quitté Mandiana. Donc je suis venu trouver qu'il y a un grand changement. Donc nous disons merci aussi au professeur, le président Alpha Condé, qui a vraiment construit un centre d'accueil pour la population de Mandiana et pourquoi pas pour toute la Guinée. Une manière pour l'artiste de rendre hommage aux femmes de Mandiana. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Dalaba, Bofa, Mandiana et Lola. L'info continue sur notre site rtgcoloma.info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.